Ouais, Alors salut. bonjour à toi, c'est Sun, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, comment Tu m'entends bien? vas-tu? Ouais, ça va. Il y a un petit écho. Ok. Ouais, bah désolé, je sais pas s'il est trop gênant. Bah, à la limite, essaye de baisser le son de ton téléphone ou Ah, mets des attends, ouais. écouteurs si t'en as. Pas d'écouteur, là, je viens de baisser le son, mais ouais, vas-y. Ouais, du coup, je Ok, te disais, ouais, ça va et toi? bah, moi ça va, écoute, tranquille. Ok. Euh, Moi, je voulais faire un petit préambule sur, sur ce sujet-là, un truc plus un fait social que vraiment de la métaphysique. En gros, tu vois, là, tous ces raisonnements avec contingent nécessaire, arguments cosmologiques, moi, je pense que ils ont refait surface à cause des réseaux sociaux, du fait que maintenant, la critique des religions devient très très forte sur les réseaux sociaux. Et surtout, du fait de l'accès à l'information rapide. Parce qu'il y a des choses que même, on va dire, les religieux bah, vont trouver ça très... même eux vont pas accepter ça, vont trouver que c'est trop dur à accepter certaines choses qui peuvent exister dans leur religion. Et j'ai l'impression que de ce fait-là, ils se sont dit, bon, ok, c'est vrai que là, on se fait trop attaquer, on n'a pas trop d'arguments et ça devient difficile de justifier notre position. On va revenir à des arguments qui sont un peu dépassés pour le coup, qui consistent du coup à utiliser ce genre de raisonnement pour essayer de mettre de la rationalité là où il n'y en a pas, mais surtout pour justifier l'injustifiable. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Alors attends, je suis pas sûr que ce soit pour justifier l'injustifiable. En fait, je pense que ça s'est plutôt fait en deux temps. C'est-à-dire que d'abord, la personne croyante est convaincue de l'existence de Dieu et de la véracité de sa religion. Et que par la suite, elle va chercher à renforcer sa position avec un raisonnement rationnel. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et en fait, ces arguments-là, ils sont très très vieux, hein. Thomas d'Aquin les cite déjà dans la Somme théologique, je crois, si je me trompe pas. Euh, il me semble que Leibniz aussi, il en parle. Voilà, ce sont des trucs bon, même si Leibniz c'est un peu plus récent, ce sont des trucs qui datent pas d'hier. Ces arguments-là existaient. Après, je pense qu'ils ont un avantage, c'est que comme ils utilisent des concepts un petit peu délicats, genre la nécessité, la contingence, la quiddité, l'inclusion, l'exclusion, qu'est-ce qu'il m'avait dit d'autre? Il m'avait dit plein de termes comme ça. Ça peut être intimidant, ça peut être un peu déroutant pour quelqu'un Oui, c'est vrai. qui ne connaît pas forcément les termes. Et tu vois, moi, par exemple, avec mon échange avec, comment il s'appelait, Buram, je crois. Euh, quand je connaissais pas un terme, je lui disais, vas-y, explique-moi ce que ça veut dire ce terme-là. C'était prédicat, voilà, le terme prédicat que je connaissais pas. Euh, du coup, ça fait que ce genre d'argument résiste plus facilement à la critique. Et finalement, quand les autres arguments tombent parce qu'ils sont trop faibles pour résister à la critique, eh ben, il reste plus que cela. Et je pense Oui, que voilà, oui, oui, c'est ça. certains même vont se réfugier dans ce genre d'arguments, les renforcer à fond pour dire, vous avez vu, notre position est inattaquable. Et Mais ouais, ce que je trouve de paradoxal, c'est que bah, l'être nécessaire, ça marche pas, quoi. oui, mais en fait, si tu veux, là, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, hein. Mais quand tu dis, en fait, c'est plus solide, on va dire que, ouais, c'est plus solide sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, je ne pense pas que ce genre d'argument soit solide envers des, si tu veux, des gens qui étudient ces sujets-là. Parce que, comme il l'a dit le collègue tout à l'heure, c'est pas du tout des notions qui font consensus, c'est des notions qui sont beaucoup remises en question, comme le principe de raison suffisante, etc. Et puis même moi, j'ai eu l'occasion de débattre, si tu veux, avec des gens qui utilisaient ce genre d'arguments. Et ce que je constate, c'est que bah, il y a énormément de biais. Par exemple, je vais te donner un exemple assez précis. C'est quelqu'un qui m'a dit,
est-ce que la Terre tourne? Et donc il me dit: «Oui», je vais dire: «Bah, pour que je puisse évaluer si la Terre tourne, il faut que tu me donnes un référentiel». Parce que tu vois, en physique, toujours pour, évaluer un mouvement, on est toujours obligé de préciser un référentiel et un système. C'est-à-dire que, par exemple, regarde, je te donne un exemple, si tu es dans un train, et que tu prends comme référentiel le train, bah, si tu es assis, tu bouges pas. Tu es immobile dans ce référentiel. Mais si on prend un référentiel en dehors du train, qui n'est pas donc accolé au train, qui est par exemple sur l'herbe dehors, et bah, tu es en mouvement. Donc le mouvement dépend très précisément de ce référentiel. Et donc, il m'avait dit: «Est-ce que la Terre tourne?» Je lui ai dit: «Bah, il faut me préciser un référentiel, parce que si on prend le référentiel qui suit la rotation de la Terre, de toute évidence, il ne tournera pas, puisqu'il est immobile par définition». Et donc, du coup, il me disait: «Ah, mais non, mais le principe du tirage exclu, soit elle tourne, oui, soit non». Et en fait, après, j'ai compris quelque chose. C'est que ce principe du tiers exclu, il est, il est un peu, on va dire, il est un peu bancal au sens où, pour pouvoir dire oui ou non à une affirmation, il faut qu'elle soit infiniment précise. C'est-à-dire qu'il faut tout détailler et parfois de manière infinie. C'est-à-dire, il faut rentrer dans les détails, des détails, des détails pour pouvoir dire oui ou non à quelque chose. Alors, pour des choses simples, évidemment, non. Mais eux, ils ont cette, si tu veux, ce caractère présomptueux qui consiste à essayer de deviner qui a créé le monde dans lequel on vit. Et donc là, je pense qu'utiliser ce genre de principe pour parler de choses éminemment complexes et les réduire à une histoire de est-ce que répond la question oui ou non, déjà, ça montre le caractère non fiable de leur raisonnement et de la manière dont ils utilisent leurs axiomes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais en fait, du coup, là, quand je parlais de solidité de l'argument, c'était pas est-ce que le raisonnement se tient, c'est juste est-ce qu'il résiste à la critique. Et en fait, c'est pas parce qu'un Oui, un argument résiste à la critique qu'il est correct, et inversement, c'est pas parce que quelque chose est correct qu'il va résister à la critique. oui, je suis d'accord avec Même, toi. Oui, même dans ce si j'aurais sens-là, oui. tendance à penser que c'est un peu plus le cas. Si c'est correct, normalement, ça résiste au moins un minimum. Mais ça peut aussi... euh, je pense que c'est quand même possible Qu'est-ce qui est possible? qu'on présente un argument correct et que cet argument se fasse facilement critiquer, alors que les prémices sont vraies, la structure est valide et la conclusion est vraie. Alors, je vais peut-être pas être d'accord avec toi sur ça, parce que je pense que par principe, il nous est sûrement, en fait, il nous est sûrement impossible, j'ai envie de dire, d'accéder à des vérités dites objectives. Et je vais préciser. Le monde dans lequel on vit, on l'analyse avec nos sens. Ce qui fait qu'on va dire que quelque chose paraît vrai, c'est encore une fois, c'est du fait de nos sens, l'odorat, l'ouïe, la vue, le toucher. Et et toute chose, du coup, par exemple, je te donne un exemple. Quand on dit, bah, une balle de tennis a une seule position et une seule, qui est par exemple sur la table ou sur la chaise, et ça peut pas être les 2 à la fois ou les 2 superposés pour la balle de tennis. Ça, c'est parce qu'on se base sur notre intuition, elle-même liée à nos sens. Et par exemple, donc avec la découverte de la mécanique quantique et du fait que, par exemple, bah, un électron peut être à 2 positions superposées, on se rend compte qu'en fait, notre intuition, déjà, même sur les choses qu'on peut percevoir, pour le coup, on peut percevoir qu'un électron est à des positions superposées, et ben, elle peut facilement nous tendre des pièges. Et en fait, le principe est simple, c'est qu'en fait, on se fie à notre intuition et on se fie à nos sens. Et nous sommes des êtres subjectifs. Donc, les réalités auxquelles nous avons accès, en fait, les choses qui vont nous sembler vraies, nous semblent vraies du fait de notre subjectivité. Ça ne on peut jamais conclure à quelque chose de manière strictement objective, au sens où je définis objectif comme disant qui est indépendant de toute existence de quoi que ce soit. Donc, à partir de ce moment-là, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut venir prétendre, en posant des axiomes que d'ailleurs eux-mêmes on a posés de manière subjective. Même quand on fait par exemple des maths, les mathématiques, quand on pose des axiomes, on les pose de manière subjective. Par exemple, il semblerait que qu'on trace une parallèle, qu'on trace une droite, pardon, et un point, de ce point qui n'est pas sur cette droite, passe une et une seule parallèle. C'est ce que semble nous donner notre intuition. Et encore,
il y a des géométries non euclidiennes dans lesquelles cet axiome n'est pas pris. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les axiomes, on va les poser de toute façon du haut de notre subjectivité. Donc, quoi qu'il en advienne à la fin, venir dire « Ah ben oui, ce que j'ai posé comme étant vrai, sans avoir prouvé par définition, parce que c'est un axiome, cette chose que j'ai posée comme étant vraie, je l'ai posée du haut de ma subjectivité. Et je ne peux pas venir clamer l'objectivité de mon raisonnement, à partir du moment où il démarre forcément d'axiomes, et ces axiomes sont subjectifs. Donc pour moi, je vois pas comment, en fait, je vois pas par quel moyen, ou alors faudrait le démontrer, on serait capable d'accéder à des réalités, à des vérités qui seraient indépendantes de notre conscience, de notre subjectivité d'humain, en fait. Ah non, tel que tu le présentes, ça ne me paraît pas possible. Parce que de toute façon, il faut démontrer à partir de quelque chose que l'on pense vrai. L'intérêt d'une démonstration, c'est quand les deux personnes sont d'accord sur les prémices. Et là, effectivement, on peut aboutir à une conclusion sur laquelle on se met d'accord. Mais oui, effectivement, si on remet en question à chaque fois la vérité des prémices de départ, bah ouais, on peut rien savoir. Alors, c'est pas tant de remettre en question, parce que moi, par exemple, qui fais de la science, qui fais des maths ou qui faisais de la physique, étant donné que j'ai fait une école d'ingénieur, c'est des axiomes que je vais partir pour principe qu'ils sont vrais. Mais maintenant, je ne vais pas venir clamer ces axiomes sont vrais indépendamment de tout existant, de toute chose, ils sont absolument vrais de manière objective. On ne clame pas ça en science. En science, on reste extrêmement prudent. On pose des axiomes, déjà, dont on va dire à un moment donné, on pourra les remettre en cause éventuellement s'il s'agit de les remettre en cause, mais en tout cas, on ne part pas du principe que c'est des vérités absolues. Sinon, je voulais répondre à un truc. Quelqu'un qui disait, c'est pas un axiome qu'on utilise en maths ça. Si, c'est un axiome qu'on utilise plus précisément dans la géométrie d'Euclide. Tu peux taper axiome de la géométrie euclidienne. L'axiome que j'ai mentionné tout à l'heure avec le point et la droite qui est parallèle, qui passe par le point, l'existence d'une et une seule, c'est Oui, je crois que un c'est des axiomes de la géométrie d'Euclide. Je crois que c'est le numéro 5, si je me souviens bien. Je sais plus exactement quel numéro c'est, mais c'est probable, quoi. Ouais, voilà. Bon, ça se trouve, je dis de la merde. Je suis pas mathématicien. Est-ce que tu avais autre chose à dire? Parce que après, je vais faire monter Betty. Betty voulait venir avant et il y a eu un bug, j'ai pas pu faire monter. J'avais juste une petite dernière phrase à dire. Moi, je pense que les conclusions de ce que font les gens qui utilisent ce genre de raisonnement sont déjà inscrits dans les axiomes qu'ils posent. Et en fait, du coup, c'est une pétition de principe. On va poser des axiomes pour arriver à la conclusion à laquelle on veut. Conclusion qui est indémontrable empiriquement. Donc, on va se fier finalement juste à ces axiomes qu'on a posés de manière assez, disons, a priori pour pouvoir arriver à la conclusion à laquelle on veut. Voilà. Ouais, c'est un genre de trick shot mental. On va choisir les axiomes de telle sorte qu'ils paraissent évidents, mais qui nous amènent à la conclusion qu'on voulait dès le départ. Exactement. Voilà. Ok. Eh ben écoute, je te remercie pour ton passage. C'est moi qui te remercie. N'hésite pas à repasser à l'occasion. Je vais faire monter Betty, que j'ai pas pu faire monter tout à l'heure. Bonne journée. Bonne journée à toi.